Mesdames, Messieurs, imaginez un instant l'intimité sacrée de votre foyer. Ce lieu que vous avez mis une vie entière à bâtir, pierre après pierre, souvenir après souvenir. Imaginez les murs de votre chambre, ces témoins silencieux de vos joies, de vos peines, de vos prières nocturnes. C'est votre refuge, n'est-ce pas? L'endroit où, lorsque la porte est close et les volets tirés, vous êtes enfin seul avec vous-même à l'abri du regard du monde. Mais que se passerait-il si ce sanctuaire devenait une scène de théâtre? Que se passerait-il si, à votre insu, des milliers d'yeux invisibles, des yeux étrangers cruels et moqueurs, vous observaient dans votre plus grande vulnérabilité? Et pire encore, mes chers auditeurs, posez-vous cette question qui glace le sang. Que feriez-vous si le metteur en scène de cette ignoble comédie n'était autre que votre propre enfant, celui à qui vous avez donné la vie, celui que vous avez bercé, celui pour qui vous auriez sans hésiter une seconde sacrifié votre propre existence? L'histoire que je m'apprête à vous raconter aujourd'hui n'est pas simplement un fait divers. C'est une plongée vertigineuse dans les abysses de l'âme humaine, là où la cupidité moderne dévore les liens du sang les plus sacrés. C'est l'histoire de Solange Dubois, une femme digne, une mère aimante, dont le crépuscule de la vie a été transformé en marchandise par la chair de sa chair. Une histoire qui nous force à nous demander jusqu'où peut aller l'ingratitude. Installez-vous bien, car ce que vous allez entendre dépasse l'entendement. Tout commence par une image floue, granuleuse d'un noir et blanc sinistre, comme celle que l'on voit parfois dans les documentaires sur les lieux hantés. Nous ne sommes pas dans un film d'horreur, pourtant l'effroi est bien réel. L'angle de vue est bas, humiliant, comme si l'observateur était tapi dans l'ombre au niveau du sol. Nous sommes dans une salle de bain. L'éclairage est cru. Au centre de l'image, une silhouette fragile se dessine. C'est une dame âgée, le dos voûté par le poids des années, les mains tremblantes, cherchant appui sur le rebord d'un lavabo en faïence. Elle tente avec une difficulté qui serre le cœur de retirer sa robe de chambre pour se préparer à la nuit. Chaque geste est un effort, chaque mouvement est une lutte contre un corps qui ne répond plus comme avant. Mais cette scène déjà poignante de solitude devient insoutenable lorsque l'on réalise le contexte. Cette image n'est pas privée, elle est diffusée. Sur l'écran, des lignes de texte défilent à une vitesse folle dans une langue étrangère, un argot numérique incompréhensible pour la vieille dame. Des émojis rieurs, des insultes, des commentaires obscènes s'accumulent. Et soudain, un bruit. Ting, ting, le son d'une caisse enregistreuse virtuelle. De l'argent qui tombe. Dans la pièce voisine, séparée de cette mère en détresse par une simple cloison de plâtre, un homme est assis. Il a la quarantaine, le visage encore beau, mais marqué par les excès. Il tient un verre de Bordeaux, un grand cru, et il sourit. Il sourit en regardant son téléphone bercé par le tintement des notifications bancaires. Cet homme, c'est Lucas, le fils. Et la femme qu'il vend ainsi au monde entier pour quelques euros, c'est sa mère. Pour comprendre comment nous avons pu descendre aussi bas dans l'échelle de la moralité, il nous faut remonter le temps. Il nous faut quitter cette atmosphère viciée pour respirer l'air pur et iodé de la Normandie quelques mois auparavant. Solange Dubois, 78 ans, est ce que l'on appelle une figure locale. Ancienne institutrice, elle a passé sa vie à apprendre à lire et à écrire aux enfants du village. Elle est de cette génération de femmes qui ne se plaignent jamais, qui considèrent le devoir et la droiture comme les deux piliers de l'existence. Veuve depuis 10 ans d'un notaire respecté, elle vit seule dans la grande maison familiale, les Tilleuls. Une bâtisse en pierre de taille solide, austère mais chaleureuse, entourée d'un jardin où les hortensias fleurissent avec une régularité rassurante. Cette maison, c'est le labeur d'une vie. C'est l'héritage qu'elle préserve amoureusement pour son fils unique, Lucas. Ah, Lucas, l'enfant roi, l'enfant chéri. Solange l'a eu tard alors qu'elle pensait ne plus pouvoir être mère. Il a été le soleil de son existence, choyé, protégé peut-être trop. Lucas a grandi,
il est parti à la ville attiré par les lumières et les promesses de fortune rapide. Solange ne le voyait plus beaucoup. Quelques coups de fil pressés, une visite éclair à Noël, où il semblait toujours s'ennuyer, regardant sa montre, parlant de projets grandioses et d'investissements obscurs. Solange, dans sa grande bonté, mettait cette distance sur le compte de la vie moderne. « Il est occupé », disait-elle à ses amis autour d'un thé, le cœur serré, mais le sourire aux lèvres. Les jeunes d'aujourd'hui courent après le temps. Puis le destin a frappé. Un accident vasculaire cérébral brutal, inattendu. Solange s'est effondrée dans sa cuisine, entre la table en chêne et la cuisinière à gaz. Elle est restée là seule pendant des heures avant que le facteur ne la découvre. Les semaines d'hôpital ont été longues, l'angoisse de la dépendance a commencé à ronger cette femme si fière. Elle a gardé des séquelles, une jambe qui traîne une main gauche capricieuse et une fatigue immense qui ne la quitte plus. C'est à ce moment précis, alors qu'elle se sentait plus vulnérable que jamais, craignant l'EHPAD, comme on craint la prison, que le miracle s'est produit. Lucas est revenu. Il n'est pas revenu seul. Il était accompagné de Chloé, sa compagne. Une jeune femme aux traits tirés, au regard fuyant, mais aux paroles doucereuses. Ils sont arrivés un dimanche pluvieux, les bras chargés de fleurs et de promesses. « Maman », a dit Lucas en lui prenant les mains, des larmes semblant perler au coin de ses yeux. « Nous ne pouvons pas te laisser seule ici. C'est trop dangereux. Nous allons nous installer avec toi. Nous allons prendre soin de toi. » Pour Solange, c'était inespéré. Le fils prodigue revenait au bercail. La solitude allait enfin cesser. Elle a pleuré de joie, remerciant le ciel de lui avoir envoyé cette bénédiction. Elle ne savait pas encore qu'elle venait d'ouvrir la porte au loup. Les premières semaines furent idylliques, ou presque. Lucas et Chloé s'installèrent au premier étage. La maison reprit vie. Il y avait du bruit, des discussions, de la musique. Certes, leurs horaires étaient étranges, ils dormaient le jour et vivaient la nuit, mais Solange, indulgente, s'adaptait. Elle était si heureuse d'avoir de la compagnie. Cependant, très vite, le discours de Lucas changea. Il commença à parler de sécurité, de modernité. « Maman, ta maison est une antiquité. Si tu tombes encore qui le saura, il faut vivre avec son temps. » Il lui parla d'un concept nouveau, fascinant, et effrayant à la fois la maison intelligente. « Nous allons installer des capteurs, des caméras, » expliqua-t-il avec l'assurance d'un expert. « Tout sera relié à un service de télémédecine. Des médecins pourront veiller sur toi 24 heures sur 24. Si tu as le moindre malaise, ils le sauront avant même que tu ne t'en rendes compte. » Solange, un peu dépassée par cette technologie, hésita. L'idée d'être surveillée la gênait. Mais Chloé, avec sa voix mielleuse, insista. « C'est le seul moyen pour que vous restiez ici, Solange. Sinon, les services sociaux vont exiger votre placement en maison de retraite. Vous ne voulez pas finir là-bas, n'est-ce pas? » L'argument fit mouche. La peur de l'institution de l'abandon était plus forte que tout. Solange signa les autorisations pensant signer pour sa sécurité. Les travaux commencèrent. Des techniciens silencieux, amis de Lucas, vinrent installer de petits boîtiers noirs dans chaque pièce. Dans le salon, la cuisine, les couloirs, et même à la grande honte de Solange dans sa chambre et sa salle de bain. C'est indispensable pour les chutes. Maman, c'est là que c'est le plus dangereux, avait justifié Lucas. Solange se sentait observée mal à l'aise, mais elle se répétait que c'était le prix à payer pour rester chez elle, dans sa maison près de ses souvenirs. Elle ignorait que ces médecins bienveillants n'étaient beaux qu'une fiction. Les câbles ne reliaient pas sa maison à un hôpital, mais à un serveur informatique puissant, contrôlé par son fils, ouvrant une fenêtre directe sur son intimité pour le monde entier. La descente aux enfers fut progressive, insidieuse, calculée avec un sadisme qui laisse pantois. Une fois le système en place, l'attitude de Lucas et Chloé changea radicalement. La douceur fit place à l'indifférence, puis à une froideur calculatrice. Le premier signe fut la disparition de sa canne. Un matin, Solange voulut se lever de son fauteuil, mais sa canne, son indispensable appui, n'était plus là où elle l'avait posée.
Elle appela Lucas. Il arriva l'air agacé. « Mais maman, tu l'as sans doute égaré. Tu perds la tête, tu sais. » Solange dut traverser le salon en s'appuyant aux meubles manquant de tomber à chaque pas sous l'œil impassible de la caméra au plafond. Elle ne savait pas que cette scène était diffusée en direct titrée « La vieille cherche son bâton, Paris va-t-elle tomber ?» Les repas devinrent erratiques. Chloé, qui s'était engagée à cuisiner, servait désormais des portions minuscules, souvent froides, à des heures impossibles. Quand Solange osait se plaindre de la faim, on lui répondait qu'elle avait déjà mangé, qu'elle oubliait que c'était sa mémoire qui flanchait. C'est ce que les psychologues appellent le gaslighting, ou détournement cognitif, faire douter la victime de sa propre santé mentale. Solange, affaiblie, commença à les croire. Peut-être devenait-elle folle, peut-être avait-elle vraiment mangé. Mais son estomac criait famine et ses vêtements flottaient de plus en plus sur son corps amaigri. L'isolement se referma sur elle comme une chape de plomb. Lucas avait confisqué son téléphone portable, prétextant qu'il était trop compliqué et qu'il allait lui en acheter un nouveau plus adapté aux seniors. Ce nouveau téléphone n'arriva jamais. La ligne fixe fut débranchée pour cause de travaux sur le réseau, disait-il. Les voisins, inquiets de ne plus voir Solange au marché, sonnèrent à la porte. Lucas les reçut sur le perron, le visage grave, jouant le rôle du fils dévoué, mais accablé. « Ma mère est très fatiguée, elle ne reconnaît plus grand monde. Le médecin a prescrit le repos absolu. Il vaut mieux ne pas la déranger, cela l'agite. » Et les voisins respectueux s'éloignèrent plaignant ce pauvre Lucas qui portait un si lourd fardeau. Puis, il y eut les voix. C'était le plus terrifiant pour Solange. Seule dans son salon, alors que la pluie d'automne fouettait les carreaux, elle entendait des murmures, des rires, des sons étranges venant des murs même. « Regarde-la, elle dort encore », disait une voix métallique. « Fais-la sursauter », criait une autre. Solange, terrorisée, regardait autour d'elle. Il n'y avait personne. Elle en parla à Lucas, les larmes aux yeux. Il la regarda avec un mépris non dissimulé. Des voix dans les murs. « Maman, c'est la démence sénile. Si tu continues à raconter n'importe quoi, je n'aurai pas le choix. Ce sera l'hôpital psychiatrique. Directement. » La menace la glaça. Elle se tut. Elle accepta la folie comme une explication préférable à l'asile. En réalité, Lucas avait installé des enceintes connectées, dissimulées derrière les livres de la bibliothèque ou sous les meubles. Il permettait aux donateurs les plus généreux de son site de streaming d'envoyer des messages vocaux directement dans la maison pour effrayer la vieille dame. C'était devenu un jeu cruel, un cirque macabre dont Solange était l'animal de foire et dont les spectateurs payaient pour voir la peur se peindre sur son visage. La nuit dont je vais vous parler maintenant marque le point de rupture. C'était une nuit de novembre typique de la région. Une tempête soufflait depuis la Manche, faisant grincer les volets et gémir la charpente des tilleuls. La pluie tombait drue, noyant le jardin dans une boue noire. Vers 2 heures du matin, une coupure de courant plongea le village dans l'obscurité. Plus de lumière, plus de chauffage. Le silence revint soudainement lourd, oppressant seulement brisé par le tonnerre. Solange se réveilla la gorge sèche. La soif la tenaillait, une soif de fièvre et d'épuisement. Elle savait qu'elle ne devait pas sortir de sa chambre. La nuit, Lucas le lui avait interdit, mais le besoin était trop fort. À tâtons s'aidant des murs familiers, qu'elle connaissait par cœur depuis 40 ans, elle s'avança dans le couloir obscur. Elle se dirigea vers le salon, espérant trouver une carafe d'eau. Alors qu'elle pénétrait dans la grande pièce, une lueur étrange attira son attention. Une lumière bleutée spectrale émanait de la table basse. C'était la tablette numérique de Lucas. Il l'avait oubliée là dans sa précipitation ou son ivresse avant de monter se coucher. La batterie autonome de l'appareil l'avait gardée allumée malgré la coupure de courant et la connexion 4G maintenait la page active. Solange s'approcha intriguée et craintive. Ses doigts noueux effleurèrent l'écran tactile. Ce qu'elle vit alors lui coupa le souffle plus violemment qu'un coup de poing en plein visage. Sur l'écran, il y avait une vidéo en pause. C'était elle.
Elle, Solange, filmée quelques heures plus tôt, en train de manger avec ses doigts un reste de purée froide que Chloé lui avait laissé car ils avaient oublié de lui donner des couverts. L'image était accompagnée d'un titre en anglais, mais Solange, l'ancienne institutrice, avait gardé quelques rudiments de la langue de Shakespeare. Elle déchiffra péniblement « Crazy old lady eats like an animal »,« Prank gone wrong ». Son cœur se mit à battre à tout rompre un tambour fou dans sa poitrine fragile. Elle fit défiler l'écran avec horreur. Il y avait des dizaines, des centaines de vidéos. La vieille tombe dans le couloir. Elle parle au fantôme « douche de la mémé », exclusif. Chaque vidéo était accompagnée de chiffres de sommes d'argent, de symboles de dollars et d'euros. En bas de l'écran, une fenêtre de discussion était restée ouverte. C'était une conversation entre Lucas sous le pseudonyme Master Puppet et un administrateur de site douteux. Solange lut les yeux écarquillés par l'effroi. « Demain, je coupe l'eau chaude pendant qu'elle se lave. Ça va faire un carton. J'ai besoin de ce fric pour rembourser mes dettes de poker avant lundi, sinon ils me brisent les jambes. » Solange recula, manquant de tomber. Elle dut s'agripper au dossier du canapé. La vérité brutale, nue, obscène, s'étalait devant elle. Il n'y avait pas de télémédecine. Il n'y avait pas de protection. Il n'y avait pas d'amour. Il n'y avait qu'une mise en scène monstrueuse. Son fils, son petit Lucas, ne l'avait pas sauvé de la solitude. Il l'avait transformé en monstre de foire pour éponger ses vices. Elle n'était plus une mère à ses yeux. Elle était une ressource, un gisement à exploiter jusqu'à l'épuisement, jusqu'à la mort. La douleur qui l'envahit à cet instant fut indescriptible. C'était bien pire que la douleur physique de son accident vasculaire. C'était l'effondrement de tout son univers moral. La trahison ultime. Elle aurait préféré mourir sur le coup, là, dans l'obscurité de son salon. Mais au fond de cette femme frêle, quelque chose se réveilla. Une étincelle ancienne, celle de la jeune institutrice qui ne tolérait pas l'injustice dans sa cour de récréation, celle de la mère qui avait protégé son enfant contre tout et qui devait maintenant se protéger de lui. Elle ne cria pas. Elle ne monta pas l'escalier pour aller secouer ce fils indigne qui dormait à l'étage. Non. Solange savait que la confrontation directe serait inutile. Il la ferait taire, il l'enfermerait pour de bon. Elle devait agir avec ruse. Elle regarda autour d'elle. Le téléphone fixe était débranché, le fil pendait lamentablement. Mais elle se souvint. Dans le bureau de son défunt mari, une pièce que Lucas n'utilisait jamais, car elle sentait trop le vieux papier, il y avait une ligne de secours. Une vieille ligne analogique installée il y a 30 ans pour le fax du notaire et qui fonctionnait indépendamment de la box Internet. Elle s'y rendit, traversant le couloir comme une ombre. Elle entra dans le bureau où l'odeur de tabac froid et de vieux cuir lui rappela soudain la présence rassurante de son époux. Elle ouvrit le placard du bas. Il était là. Un vieux téléphone à cadran gris poussiéreux. Elle le brancha sur la prise murale, priant pour que le réseau fonctionne encore malgré la tempête. Elle décrocha le combiné. Une tonalité. Faible, grésillante, mais bien là. Un chant d'espoir dans la nuit. Qui appelait le 17? La police. Elle hésita. Dénoncer son fils. C'était contre nature. C'était s'arracher le cœur. Mais l'image de la vidéo, l'humiliation, la promesse de l'eau glacée le lendemain, ce n'était plus son fils là-haut. C'était un bourreau. Elle composa un numéro de mémoire. Pas le 17, mais le numéro personnel de Michel. Michel, le commandant de gendarmerie de la région, un ami de chasse de son mari, un homme d'honneur qui venait autrefois dîner le dimanche au Tilleul. Il était à la retraite, mais il avait encore ses entrées, son influence. « Allô ?» La voix était pâteuse, endormie. « Michel, c'est Solange, Solange Dubois. » Sa voix tremblait, mais elle était claire. « Solange. Mais il est 3 heures du matin. Que se passe-t-il? »« Michel, j'ai besoin d'aide. C'est Lucas. Il me vend. Il me tue à petit feu. Viens, je t'en supplie, viens. » Elle ne put en dire plus. Elle raccrocha de peur d'être entendue. Puis elle retourna dans son fauteuil dans le salon,
face à la tablette toujours allumée. Et elle attendit. Les heures qui suivirent furent les plus longues de sa vie. Elle resta assise dans le noir, écoutant la respiration de la maison, le ronflement lointain de son fils à l'étage et le battement de la pendule comtoise qui égrenait les secondes de son calvaire. Elle repensa à Lucas bébé, à ses premiers pas dans ce même salon à ses rires. Comment cet enfant innocent était-il devenu ce monstre? Avait-elle trop donné? Pas assez. S'était-elle trompée quelque part? Les larmes coulèrent silencieusement sur ses joues parcheminées, non pas des larmes de peur, mais des larmes de deuil. Elle faisait le deuil de son fils alors qu'il était encore vivant juste au-dessus de sa tête. L'aube se leva grise, blafarde, lavée par la pluie. Vers 7 heures, le bruit d'un moteur diesel brisa le silence du matin. Pas de sirène hurlante. Michel avait été discret. 2 voitures de gendarmerie se garèrent devant la grille, en fer forgé des tilleuls. Des hommes, en uniforme bleu, descendirent le visage fermé. Michel était là en civil, le visage grave. Ils frappèrent à la porte. Des coups lourds, autoritaires. À l'étage, on entendit des pas précipités. Lucas descendit ébouriffé en caleçon, l'air hagard. Il ouvrit la porte, prêt à invectiver l'importun. Il se figea en voyant les uniformes. « Monsieur Lucas Dubois », demanda un gendarme. « Oui, qu'est-ce qui se passe ?»« Nous avons reçu un signalement. Nous allons procéder à une vérification. » Lucas tenta de jouer l'innocence, le fils protecteur. « Mais c'est une erreur. Ma mère dort, elle est fragile, vous allez la... » Il ne finit pas sa phrase. Solange apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Elle se tenait droite, appuyée sur un vieux parapluie qu'elle avait trouvé pour remplacer sa canne. Elle ne regarda pas son fils. Elle regarda Michel. « Ils sont là-haut, Michel. Les ordinateurs, les caméras, tout est là-haut. » Lucas blêmit. Il se tourna vers sa mère, ses yeux écarquillés par la surprise et la rage. « Maman, qu'est-ce que tu racontes? Tu es folle. Ne l'écoutez pas, elle est sénile. » Mais les gendarmes ne l'écoutaient déjà plus. 2 d'entre eux montèrent l'escalier 4 à 4. Quelques minutes plus tard, ils redescendirent avec Chloé menottée et plusieurs disques durs sous le bras. L'un des gendarmes murmura quelque chose à l'oreille de son chef, l'air dégoûté. Ce qu'ils avaient vu sur les écrans suffisait à tout comprendre. « Lucas Dubois, je vous arrête pour abus de faiblesse, atteinte à la vie privée et mise en danger de la vie d'autrui », annonça l'officier. Au moment où on lui passait les menottes, Lucas se débattit. Il hurla, cracha, insulta cette mère qui osait le trahir. « Tu vas crever seule, vieille peau, tu entends seule. » Solange ne s'y a pas. Elle regardait la scène comme si elle était spectatrice d'un mauvais film. Elle vit son fils, ce bébé, qu'elle avait tant aimé être traîné dehors comme un vulgaire malfrat. Elle vit les voisins sortis sur le pas de leur porte, observer la scène avec stupeur et murmurer entre eux. La honte, cette honte qu'il avait voulu lui infliger, changeait maintenant de camp. Elle s'abattait sur lui, indélébile. Quand la dernière voiture de police disparut au tournant de la rue, le silence retomba sur la maison des Tilleuls. Michel resta un moment avec Solange. Il lui proposa de l'emmener, de ne pas la laisser seule. « Non, Michel, » dit-elle doucement, « c'est ma maison. J'y reste. » Elle s'assit dans son fauteuil face à la fenêtre. Le soleil commençait timidement à percer les nuages. L'affaire fit grand bruit dans la région et même au-delà. Le procès, quelques mois plus tard, révéla l'ampleur de l'abjection. Lucas et Chloé avaient détourné près de 50 000 € en dons et abonnements sur le dos de la souffrance de Solange. Ils furent condamnés lourdement de la prison ferme et une interdiction définitive d'approcher Madame Dubois. Le juge, un homme sévère, eut des mots très durs. « Vous avez profané ce qu'il y a de plus sacré dans notre société, le respect dû à ceux qui nous ont précédés. Mais la justice des hommes, si nécessaire soit-elle, ne répare pas les cœurs. Aujourd'hui, Solange vit toujours au Tilleul. Elle a fait enlever toutes les caméras, tous les câbles. Elle a repris sa vieille ligne téléphonique. Une aide-soignante, une vraie, une femme douce du village vient la voir tous les matins.
Solange a retrouvé un peu de paix. Elle a repris ses lectures, elle s'occupe de ses fleurs quand le temps le permet. Pourtant, si vous passez devant la grille des tilleuls, vous verrez peut-être une vieille dame assise derrière la fenêtre du salon, le regard perdu dans le vide. Elle ne pleure plus. Mais quelque chose en elle s'est éteint pour toujours. Elle a survécu, oui. Elle a gardé sa maison, oui. Mais elle a perdu bien plus que de l'argent. Elle a perdu sa foi en l'amour filial. Elle sait désormais que le sang ne garantit pas la loyauté et que l'on peut engendrer son propre bourreau. Mes chers auditeurs, cette histoire nous laisse un goût amer, n'est-ce pas? Elle nous renvoie à nos propres peurs, à notre propre vieillesse qui approche. Elle nous rappelle que la technologie sans conscience n'est qu'un outil de destruction. Mais surtout, elle nous pose cette question terrible, connaissons-nous vraiment ceux qui vivent sous notre toit? Solange Dubois, dans sa grande sagesse douloureuse, a une phrase qu'elle répète parfois à ceux qui viennent la visiter. On ne se méfie jamais assez de ceux qu'on a portés dans ses bras. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos aînés. Et surtout, ne signez jamais rien les yeux fermés, même si c'est votre enfant qui vous tend le stylo. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire, une nouvelle plongée dans les mystères de l'âme humaine. D'ici là, gardez l'œil ouvert.